Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Vous devinez sûrement où je suis. Je suis dans une chaufferie, mais pas n'importe laquelle. La chaufferie de l'ISAT, à Scarbeck, dans les sous-sols. On a ici une chaudière au gaz, ça va, qui va brûler du gaz de ville pour pouvoir fournir de la chaleur. C'est l'élément, je dirais, le plus traditionnel, le plus communément admis pour produire de la chaleur, mais ce n'est pas le seul. On peut aussi envisager des pompes à chaleur, on peut envisager de chauffer avec du mazout, de chauffer avec des tubes solaires, plusieurs types d'énergie, de la biomasse aussi, de l'hydrogène. Il y a de plus en plus de sources de chaleur qui sont envisagées. Et cette chaufferie est assez basique. Okay, on a notre petite chaudière avec le gaz à brûler. La distribution ici à côté avec un collecteur. Tous les départs sont marqués en rouge et les retours sont marqués en bleu. On a des circuits ici classiques en chauffage avec de la régulation par 23 voies et pompe montée après la 23 voies. C'est un montage mélangeur. Vous voyez ici en bleu le retour, en rouge le départ de la chaudière chaud. On passe dans le corps de la 23 voies et la pompe mélange et envoie le mélange ici dans ce tuyau. Pouf, quelque part dans les radiateurs, dans le bâtiment. Et ici on a les servomoteurs Siemens qui permettent de piloter ça sur base de quelle décision. On a même un petit TD de régulation. Tableau divisionnaire régule. Tata, une petite régule, somme toute assez basique. Ok, avec l'élément central Honeywell qui reprend les différentes commandes. Alors, on va voir un petit peu ensemble comment tout ça peut être pensé, comment on peut passer de la production à la distribution jusqu'aux unités terminales, quelles sont les spécificités des installations de chauffage, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment peut-on produire de la chaleur? Il y a ici beaucoup plus d'options que pour la production frigorifique, et cette vidéo n'a pas la prétention de présenter toutes les sources de chaleur possibles, mais simplement d'en trier les principales familles. La première solution, vieille comme le monde, consistera à brûler un élément dont la combustion libérera une quantité d'énergie calorifique jugée convenable. Une deuxième solution peut simplement consister à faire passer un courant électrique dans une résistance comme on le fait dans un grille-pain. Une troisième option serait d'exploiter le condenseur d'un cycle frigorifique. Et la dernière option présentée dans cette vidéo sera l'exploitation du rayonnement solaire. Commençons par l'option de la combustion. Pour qu'il y ait combustion, il nous faut impérativement 3 ingrédients, repris dans ce que l'on appelle communément le triangle du feu. Il faudra un comburant, qui sera souvent l'air ambiant, une source de chaleur, comme une étincelle par exemple, et enfin un élément à brûler que l'on appellera le combustible. C'est le choix de ce combustible justement qui déterminera le type de production de chaleur à combustion auquel nous avons affaire. Il est par exemple possible de brûler du bois, sous forme de bûches, de plaquettes ou de pellets, une solution souvent catégorisée dans la famille de la biomasse car le cycle de production du bois de chauffage contribue à absorber une partie du CO2 émis lors de sa combustion et de son transport. L'ennui avec ces chaudières, c'est que quelqu'un doit systématiquement les réapprovisionner en bois d'une manière ou d'une autre lorsque tout a été brûlé et qu'il n'y a plus de bois dans la chaudière. Il est également possible de brûler du mazout, que l'on appelle également fuel, un dérivé d'hydrocarbures constitué, donc, d'atomes de carbone et d'hydrogène, comme les carburants de nos véhicules. Ici aussi, il faut réapprovisionner la cuve de mazout à chaque fois qu'elle est vide. La plupart des chaudières placées dans les villes fonctionnent plutôt en brûlant du gaz naturel, qui présente l'énorme avantage d'être distribué par des réseaux urbains. Enfin, il y a de nombreux combustibles à l'étude, le dihydrogène est actuellement l'un des candidats les plus prometteurs. Ici aussi, il faudra le stocker dans un réservoir à re-remplir systématiquement et le dihydrogène explosant spontanément au contact de l'air ambiant, il faudra veiller à ce que l'installation exploitant ce combustible dispose de sécurité adéquate. Presque toutes les combustions produisent des vapeurs d'eau, comme en atteste cet exemple de bilan chimique de combustion d'hydrocarbures. Or, la vapeur d'eau à 100 degrés contient au minimum une énergie latente de 2500 kJ par kg, à laquelle s'ajoute une énergie sensible pour chaque degré au-delà de ces 100 degrés. Dès lors, pour nous permettre d'évaluer l'énergie récupérable lors de la combustion d'une matière donnée, on fait souvent la différence entre le pouvoir calorifique inférieur PCI, pour lequel l'énergie contenue dans ces vapeurs d'eau n'est pas récupérée, et le pouvoir calorifique supérieur PCS, pour lequel l'énergie contenue dans ces vapeurs d'eau sera récupérée en les faisant condenser. Si vous disposez d'une chaudière à condensation chez vous,
reconnaissable au petit logo normé HR Top, c'est qu'elle récupère cette énergie à l'aide d'un récupérateur de chaleur soustrayant encore plus de chaleur aux fumées de combustion que ce que faisait le premier, jusqu'à condensation des vapeurs d'eau contenues dans ces fumées. Si elle ne dispose pas de ce logo HR Top, c'est qu'elle ne dispose pas d'un tel récupérateur, lequel doit spécialement être conçu pour résister à l'acidité des vapeurs condensées. Les vieilles chaudières n'avaient pas ce récupérateur. À titre d'exemple, le bois présente en moyenne un PCI de 3500 kWh par tonne brûlée et un PCS de 4200 kWh par tonne brûlée. On passe à 12 000 et 13 000 kWh par tonne brûlée pour le mazout, 18 000 et 20 000 kWh par tonne brûlée pour le gaz naturel, et 33 300 et près de 40 000 kWh par tonne brûlée pour le dihydrogène. L'électricité offre également une possibilité de production calorifique à l'aide de son célèbre effet Joule. La puissance calorifique produite sera proportionnelle à la résistance utilisée et au carré du courant électrique injecté. C'est ce que l'on retrouve dans les radiateurs électriques placés directement dans l'ambiance à chauffer ou dans des batteries électriques insérées directement sur des gaines de ventilation dont on souhaite chauffer l'air transporté, ou encore même dans certaines chaudières chauffant de l'eau de manière centralisée avec une résistance électrique. Cette option coûte horriblement cher en Belgique pour deux raisons. Premièrement, notre pays produit assez peu d'électricité par lui-même, nous en rachetons donc énormément à nos pays voisins via les réseaux de distribution haute tension. Deuxièmement, d'où qu'elle vienne, l'électricité ne constitue toujours qu'un vecteur énergétique et jamais une source en soi. Elle provient toujours d'une source brute dont nous aurions gagné à extraire directement l'énergie utile plutôt que de passer par l'électricité plus facile à transporter. Tiens, il ne vous rappelle rien ce petit diagramme enthalpique ? Revoilà notre bon vieux cycle frigorifique. Rappelez-vous, il extrayait de la chaleur au niveau de son évaporateur et évacuait un surplus de chaleur au condenseur. Ce serait quand même pas bête d'essayer de récupérer cette chaleur plutôt que de l'acheter dehors. Reprenons depuis le début. Un cycle frigorifique, exploité pour faire du froid, mettra son évaporateur à disposition du milieu à refroidir. Ainsi, l'évaporateur absorbera la chaleur et le condenseur recrachera l'énergie accumulée à l'évaporateur et au compresseur. Si aucune récupération de cette chaleur n'est mise en place, nous contribuons simplement à chauffer les petits oiseaux dehors. Un cycle frigorifique exploité pour faire du chaud mettra son condenseur à disposition du milieu à réchauffer. Ainsi, l'évaporateur absorbera la chaleur de l'extérieur, tant pis pour les oiseaux, et le condenseur recrachera l'énergie accumulée à l'évaporateur et au compresseur vers la zone à réchauffer. On appelle cela une pompe à chaleur, mais ça reste le même circuit frigorifique. Tant qu'à faire, il est possible de combiner les deux utilisations. C'est bien pratique dans les bâtiments qui ont parfois besoin de chaud et de froid en même temps, comme les immeubles qui disposent de data centers d'une part, qu'il faut refroidir quelle que soit la saison, et de bureaux à réchauffer en hiver par exemple. Dans ce cas-là, autant faire d'une pierre deux coups et récupérer la chaleur extraite aux locaux de serveurs informatiques pour la recracher vers les bureaux et espérer ainsi soulager son installation de chauffage principale. En se creusant un petit peu les méninges, il est même possible de concevoir une installation frigorifique qui puisse fournir du chaud ou du froid sur un même échangeur donné suivant les besoins. C'est ce que l'on appelle une pompe à chaleur réversible. Prenons ce montage. En son état actuel, il extrait de la chaleur sur le serpentin placé à l'intérieur du bâtiment, ce qui en fait l'évaporateur du circuit, tandis que le serpentin placé à l'extérieur est le condenseur du circuit. Si on parvenait à changer le sens de circulation du fluide frigorigène dans le circuit, on se rend compte que ces deux serpentins changeraient aussitôt de rôle. Le serpentin intérieur deviendrait le condenseur, puisqu'il serait en sortie du compresseur et recracherait de la chaleur, alors que le serpentin extérieur deviendrait l'évaporateur, puisqu'il serait placé à l'entrée du compresseur et absorberait de la chaleur. Malheureusement, les compresseurs ne peuvent, de par leur conception, pas changer de sens de rotation pour permettre cette inversion du sens de circulation du fluide frigorigène. Il faut passer par un nouveau composant qui jouera le rôle d'aiguilleur et enverra le fluide frigorigène d'un côté ou de l'autre suivant sa position. Ce composant, c'est une vanne 4 voies. Un coulisseau dont le branchement supérieur reprend toujours la sortie à haute pression du compresseur et l'envoie à gauche ou à droite suivant la position du coulisseau, faisant ainsi tourner le circuit en mode froid ou en mode chaud.
Ces pompes à chaleur sont sujettes à de nombreuses dénominations. Par exemple, si l'évaporateur absorbe de la chaleur directement dans l'air extérieur et en recrache directement dans l'air ambiant de la pièce à chauffer, on dit que c'est une pompe à chaleur RR. C'est l'exemple très classique des montages d'unités extérieures et intérieures que l'on a déjà tous vus dans plusieurs types de bâtiments, même résidentiels. Si la pompe à chaleur puise toujours de la chaleur dans l'air extérieur mais le restitue cette fois-ci à de l'eau, on parle simplement de pompe à chaleur RO. Et la pompe à chaleur jouera alors un rôle similaire à celui d'une chaudière au gaz central, mis à part quelques détails techniques. Enfin, peu importe que la pompe à chaleur restitue sa chaleur à de l'air ou à de l'eau à l'intérieur du bâtiment, il est également possible de placer le serpentin de l'évaporateur dans l'eau d'une nappe phréatique ou directement dans le sol, à quelques mètres, voire dizaines de mètres de profondeur, là où la température est stable presque toute l'année. On parle alors de géothermie, laquelle peut prendre des formes de nappes horizontales ou de sondages verticaux. Dans tous les cas, les performances thermiques de ces installations sont très appréciables, mais une étude de stabilité des sols doit permettre l'installation de tels récupérateurs de chaleur. Profitons-en pour mener une petite analyse énergétique de notre circuit frigorifique. On parle rarement de rendement, mais plutôt de coefficient de performance, COP, pour un circuit frigorifique, lequel établit le rapport entre l'effet utile obtenu sur l'investissement nécessaire pour y parvenir. Le COP froid du circuit se calculera dès lors comme le rapport de la puissance froide extraite à l'évaporateur sur la seule consommation du circuit qui est celle du compresseur. Or, la puissance de l'écoulement de fluide frigorigène dans l'évaporateur se calculera comme Qm fois Cp fois ΔT, ou encore Qm fois ΔH, c'est la même chose. Le COP chaud du circuit se calculera de la même manière, mais en observant cette fois-ci l'écart d'enthalpie ΔH au condenseur. Or, sur le diagramme enthalpique, le segment horizontal du condenseur est toujours plus grand que celui de l'évaporateur. Son écart d'enthalpie, lui en abscisse, est donc aussi toujours plus élevé. Il en résulte que le COP chaud d'un circuit frigorifique est toujours plus élevé que son COP froid. Autrement dit, un circuit frigorifique produit toujours plus de chaud que de froid. Comme dernière source de chaleur envisagée dans cette vidéo, considérons le rayonnement solaire. En effet, nous sommes en journée inondés d'un flux solaire moyen d'environ 1000 watts par mètre carré sur la surface du globe, flux qu'il faudra nuancer suivant les coordonnées du point considéré et l'ombrage causé par l'environnement direct. Ce serait dommage de s'en priver. S'il est possible d'exploiter l'énergie lumineuse de ce rayonnement pour créer de l'électricité via des panneaux photovoltaïques, il est aussi possible d'en exploiter l'énergie calorifique rayonnée via des panneaux solaires, qui sont généralement conçus de matériaux absorbant un maximum de rayonnement, couverts de noir, et mis sous vide derrière une vitre pour minimiser les pertes par conduction et convection du panneau. Une autre stratégie consiste à ne pas concevoir des panneaux blancs, mais des tubes sous vide. Encore une fois, le rayonnement est absorbé par des ailettes noires et le vide, maintenu plus efficacement dans le tube, permet de minimiser les pertes par conduction et convection de ces récupérateurs de chaleur. Généralement, ces tubes sont conçus sous forme de caloducs. Cela signifie qu'ils contiennent un fluide piégé dans une sorte d'éprouvette fermée. Le rayonnement solaire fera bouillir ce fluide qui montera dans la tête d'épingle où il restituera sa chaleur à un fluide à chauffer, comme de l'eau, après quoi il sera refroidi et recondensera dans le fond du tube pour être à nouveau réchauffé, etc. Les tubes sous vide présentent généralement un bien meilleur rendement que celui des panneaux plans. Cela étant, dans le nord de l'Europe, il est inconcevable d'espérer couvrir tous les besoins en chaleur d'un bâtiment, qu'il soit résidentiel, tertiaire ou industriel d'ailleurs. Il est communément admis qu'une installation solaire thermique bien optimisée permettra de couvrir 60% des besoins en eau chaude sanitaire d'un ménage de 4 personnes dans une habitation résidentielle classique. Comment peut-on envoyer le chaud là où nous en avons besoin? Comme pour le froid, il est possible d'envisager une structure décentralisée en disposant des petites productions de chaleur comme des radiateurs électriques là où nous en avons besoin par exemple. Ou une structure centralisée, c'est-à-dire disposant d'un élément central qui produit la chaleur et en gère la distribution dans le bâtiment. C'est cette structure que je vous propose d'analyser dans cette vidéo, en commençant par un exemple d'installation très basique présenté par le fabricant de matériel de chauffage de Dietrich.
Grâce à cette animation de Dietrich, voyons de quoi est constitué un système de chauffage central. La chaudière forme le générateur central du système, dans lequel la chaleur est produite par transformation de l'énergie fournie et transmise à l'eau du circuit de chauffage. Le brûleur. Dans les chaudières à gaz ou au fioul, l'énergie est transformée en chaleur grâce à un brûleur. La régulation module automatiquement la température de la chaudière en fonction de la température extérieure. Le vase d'expansion. L'eau se dilate en se réchauffant. Le vase d'expansion placé sur le circuit absorbe cette dilatation. La soupape de sécurité. En cas de dysfonctionnement du vase d'expansion, la soupape de sécurité empêche les surpressions en évacuant l'excédent d'eau dû à la dilatation durant la chauffe. Le manomètre indique la pression de l'eau dans l'installation. La vanne mélangeuse. La vanne mélangeuse mélange, dans des proportions variables, l'eau de retour avec l'eau de départ pour un réglage encore plus fin de la température de l'eau de chauffage. Le circulateur. La pompe de circulation, ou accélérateur, assure la circulation de l'eau dans le circuit de chauffage. La vanne d'isolement. La vanne d'isolement permet d'isoler un organe du circuit de chauffage sans vidanger tout le circuit. La sonde de départ après vanne. La sonde de départ après la vanne mesure la température de l'eau du circuit de chauffage. Purgeur automatique. Le purgeur automatique évacue automatiquement l'air contenu dans le circuit de chauffage. La cheminée, organe vital d'une chaufferie. La cheminée à tirage naturel, ou sous forme de ventouse, évacue les produits de combustion. La sonde extérieure. La régulation comporte une sonde extérieure qui mesure la température extérieure. Pour chaque variation climatique, la régulation ajuste automatiquement la température de l'eau du circuit de chauffage. La commande à distance permet de commander la chaudière depuis la pièce où elle est installée. Le plancher chauffant ou le radiateur. Donc le radiateur est un corps de chauffe qui transfère la chaleur contenue dans l'eau de chauffage vers l'air ambiant de la pièce. Pour le plancher chauffant, l'eau de chauffage circule dans les tubes du plancher chauffant qui sont noyés dans la dalle. Le sol sert d'échangeur entre eau de chauffage et air ambiant. Le robinet thermostatique contrôle la température ambiante et agit directement sur le débit d'eau chaude du radiateur sur lequel il est monté. Ok pour l'idée générale d'une installation de chauffage centralisée. Mais il y a tout de même quelques précautions à prendre comme nous l'avions fait pour le froid. Tout d'abord, à quel régime de température allons-nous travailler? Rappelons en effet que la puissance calorifique d'un écoulement de fluide se calcule comme Qm fois Cp fois ΔT. Il faut donc préciser pour quel écart de température la puissance annoncée peut être obtenue. En chauffage, il y a plus de variété de régimes qu'en refroidissement. Au niveau de la production, par exemple, les chaudières peuvent tourner en 90-70 pour les vieilles chaudières dans lesquelles il n'y avait pas de condensation, ou en 80-60 ou en 50-30. Ces régimes à plus basse température sont favorisés aujourd'hui car ils permettent une meilleure condensation et une moindre consommation énergétique pour une même puissance produite. Les pompes à chaleur tourneront d'autant mieux qu'elles tournent à bas régime,
On les verra donc souvent dimensionnés en 50-30 ou en 35-27 par exemple. Au niveau des unités terminales, les radiateurs disposent d'une norme, la EN 442, qui leur est entièrement dédiée et qui force les fabricants à nous annoncer la puissance émise pour un régime 75, 65, 20, c'est-à-dire pour de l'eau entrant à 75 degrés, sortant à 65 degrés, et pour une ambiance de 20 degrés autour du radiateur. Les planchers chauffants, en contact direct avec les personnes, tourneront toujours à un régime beaucoup plus bas, comme le 35-27. Et les éléments chauffants placés sur des débits d'air, comme les ventiloconvecteurs, les aérothermes ou les batteries centrales de traitement, tourneront toujours à des régimes plus élevés. En ce qui concerne les choix de conduite, instrumentation, pompe et découplage hydraulique, toutes les réflexions menées sur les installations frigorifiques restent d'application, mais avec quelques nuances. Au niveau du dimensionnement des conduites, par exemple, nous les dimensionnerons toujours sur la base du débit déduit de la puissance à transporter et de vitesse ou perte de charge limite à reporter sur des abacs ou tableaux de fabricants de la conduite. L'épaisseur d'isolant à prévoir sera de nouveau lue dans un tableau fourni par les directives PEB. Mais qu'est-ce qui change alors? Un simple point d'attention. Puisque P égale QM fois CP fois delta T, et que les régimes de température mettent en place de plus grands écarts de température en chaud qu'en froid, le débit nécessaire à véhiculer une puissance donnée sera plus faible. Il est donc fréquent que, pour une même puissance voulue à desservir, une conduite de chauffage présente un diamètre inférieur à celui d'une conduite d'eau glacée. Au niveau de l'instrumentation, qui comprend l'ensemble des vannes, capteurs et actionneurs permettant de piloter les différentes parties du circuit hydraulique, rappelons qu'en froid, nous avions privilégié des montages diviseurs, lesquels permettent de moduler le débit envoyé à un émetteur de froid. En effet, les régimes mettant en place un écart de température très étroit, comme les 6 degrés obtenus entre le départ-retour d'un régime 6-12, il s'agissait là d'un paramètre à bande proportionnelle trop étroite, qui aurait rendu notre régulation trop agressive. Quel était alors le problème du montage diviseur? Eh bien, il ne mettait pas en place de lien linéaire entre la grandeur réglante qu'est l'ouverture de la vanne en pourcent et la grandeur réglée qu'est la puissance par l'intermédiaire du débit massique QM. Un régulateur classique de type PID ne pourra dès lors pas disposer de paramètres qui seraient optimaux sur toute la plage de modulation avec un tel montage. En chaud, nous préférerons très largement travailler en montage mélangeur, lequel permet d'influencer la température envoyée à l'émetteur et non plus son débit. Cela est maintenant possible grâce au régime de température de chauffage qui présente un plus grand ΔT qu'en froid. 20 degrés de ΔT pour un régime 80-60 par exemple. Ce montage met physiquement en place un lien linéaire entre la grandeur réglante qu'est l'ouverture de la vanne en pourcent et la grandeur réglée qu'est notre puissance P par l'intermédiaire du débit QM. En effet, imaginons que la vanne soit ouverte à 50%, la température de sortie du mélange sera bien de 60 plus 50% de la plage disponible, soit 70 degrés. La position de la vanne 3 voies correspond donc directement à une température sur la plage offerte par le régime de température. Dans les installations de chauffage, l'eau aura également tendance à présenter de plus fortes variations de volume que dans les installations d'eau glacée. En effet, imaginez-vous que ces circuits sont remplis avec de l'eau de ville à 10 degrés, puis chauffés jusqu'à 80 degrés dans certains cas. Cette augmentation de température aura pour effet de faire augmenter la pression dans le circuit et de détériorer nos composants si l'on n'y prend pas garde. En dehors des soupapes de sécurité, qui recracheront simplement le surplus d'eau en cas critique de surpression, les circuits de chauffage disposent également de vases d'expansion permettant de reprendre le surplus de volume d'eau créé lors de la dilatation. Il s'agit simplement de réservoirs gonflés à l'air ou à l'azote d'un côté d'une membrane en caoutchouc pour lutter contre la pression de l'eau de chauffage de l'autre côté de cette membrane en caoutchouc. Cet élément est généralement placé à proximité de la production de chauffage dans le local technique et devra présenter une sélection soignée de volume et de pression de gonflage pour lui permettre de reprendre les variations de volume en fonctionnement normal jusqu'au seuil critique où les soupapes de sécurité prendront le relais. Enfin, le découplage hydraulique des circuits de chauffage fait apparaître deux nouveaux termes techniques que l'on ne retrouvera pas en réseau d'eau glacée. Le premier d'entre eux est la bouteille dite casse-pression. Il s'agit d'un élément,
placé entre la production primaire de chauffage et les circuits secondaires, et dans lequel la vitesse devra chuter drastiquement de manière à y éviter un mélange et laisser un gradient de température, proche du régime de température de l'installation, s'installer par différence de densité entre l'eau chaude de départ et l'eau moins chaude de retour. Pour éviter toute situation de mélange et laisser ce gradient de température s'installer, il faudra éviter que le débit primaire ne soit inférieur à la somme des débits secondaires à tout moment, et même que ces débits soient tout simplement égaux. On veille généralement à sélectionner les pompes de manière à ce que le débit primaire soit légèrement supérieur au débit secondaire de l'ordre de 10 à 20%. Enfin, les règles de bonne pratique veulent qu'une bouteille casse-pression optimisée soit dimensionnée suivant la règle des 3D. Règle qui stipule que cette configuration soit respectée avec une vitesse maximale de 0,1 m par seconde d'écoulement dans la bouteille. La bouteille casse-pression est très peu exploitée en froid car les régimes de température mettent en place un écart de température trop faible entre le départ et le retour de circuit, ce qui ne permet pas d'obtenir un beau gradient de température naturel dans la bouteille par simple différence de densité entre le départ et le retour. Notons au passage que cet élément porte très mal son nom, puisqu'il ne casse au final aucune pression, mais bien une vitesse. Pour terminer les subtilités des circuits de chauffage par un détail technique, vous risquez d'entendre certains bureaux d'études parler de chaudières à grand volume d'eau ou à débit nul. Il s'agit simplement de chaudières présentant un assez grand volume d'eau en leur sein que pour n'avoir besoin d'aucun organe de découplage supplémentaire. La grande quantité d'eau contenue dans la chaudière fera naturellement tampon entre les variations de débit du secondaire et le besoin en stabilité du primaire. Amigos, amigas, bien le bonjour, Guten Tag. Alors, comme la dernière fois, une fois n'est pas coutume, je vous propose une petite mise en situation pratique pour peut-être visualiser un peu mieux ou voir la démarche concrète d'un circuit, non plus de refroidissement cette fois-ci, mais de chauffage. Et du coup, par rapport à la vidéo de froid, je vous propose une autre démarche. Ici, on est sur une chaufferie. Ça va, une chaufferie qui a déjà été faite et dont vous avez un petit plan d'implantation vraiment très simplifié. Il n'est pas génial, il n'y a pas tout dessus, mais c'était pour fournir au client et lui donner une idée de l'encombrement qu'on allait avoir. Et je vous propose de revoir ce qui a été peut-être spécial et entièrement lié au fait que c'était du chauffage par rapport à ce qu'on a déjà fait sur une installation de refroidissement. Je vais vous montrer les éléments spécifiques, je vais vous montrer le schéma tel qu'il a été pensé pour cette installation. Et aussi son tableau électrique, ça va, puisqu'une chaufferie généralement a son propre tableau électrique et voilà, comme ça vous passez un petit peu par toute la démarche. Alors comment on en est arrivé là? On a ici visiblement des sondes de détection de gaz en vert, le tableau divisionnaire de chaufferie ici, le gaz qui arrive ici en gris au milieu de 4 chaudières, ça va, avec un circuit primaire, la pompe P0 du circuit primaire, une bouteille casse-pression et ici tous des petits modules de pompe et de 23 voies qui envoient vers différents circuits. Comment on a pondu ça? D'où on est parti? Banzai. Alors on va travailler suivant cette structure. C'est-à-dire que ici, je vais d'abord vous parler du point de départ. Okay. Comment on a démarré? C'était ici une rénovation, hein. Donc on est sur une situation vraiment différente de la vidéo de refroidissement où on pondait quelque chose de zéro. Là, on est venu, on a vu, et le gars nous a dit: voilà, la chaufferie est complètement vétuste, il faut la rénover. Mais quand on rénove une chaufferie, on ne rénove pas spécialement toute l'installation qui va avec. Sinon, ça veut parfois dire qu'il faut tout péter, sortir les tuyaux de partout dans les murs. Ah mon Dieu, ne cassez pas mon bâtiment. Et donc voilà, ici on a rejoint des circuits existants, mais on a refait une nouvelle chaufferie pour réalimenter des circuits qui existaient déjà. Et c'est donc une autre démarche. On va reparler vite fait des bases, qui sont les mêmes que ce qu'on avait fait en froid. Comme ça, on les a bien en tête. On va parler de la bouteille casse-pression, qui est un nouvel élément qu'on n'avait pas en froid. Un vase d'expansion, aussi un nouvel élément. L'alimentation en gaz, tiens, comment on fait une alimentation en gaz? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à tenir en compte ou pas? Et puis je vais vous montrer le schéma PNID, le Piping and Instrumentation Diagram, sur lequel on a débouché pour l'étude de ce projet. Et tant qu'à faire un petit peu son TD, son tableau électrique, comme ça vous faites peut-être le lien entre le tableau électrique et le schéma de principe hydraulique qui est piloté par ce tableau au final. Alors c'est parti, les points de départ, d'où ce qu'on a commencé. L'idée c'était de savoir ce qu'on avait à alimenter. Donc
On avait ici 5 circuits, donc on a débarqué et il n'y avait plus de note de calcul, plus de plan, rien du tout, c'était génial, c'était l'extase, tu débarques et t'as que dalle. Il y a plusieurs méthodes, il n'y a rien de vraiment formel par rapport à ça. Soit on estime la puissance sur base de ce qu'il aurait fallu faire, hein, on refait un calcul d'estimation du bâtiment, des perditions, etc. C'est une possibilité, soit on se dit qu'on maintient la puissance qu'il y avait avant. C'est le parti qui a été pris pour ce chantier-ci, à la demande du client. On a fait une mesure en mettant le circuit vraiment chaudière à fond, vanne ouverte à fond, on observe les régimes et on regarde quelle puissance maximale était disponible. Donc on a fait ça en regardant à quel débit les pompes tournaient, quel delta T était observé, et cette loi n'a plus de secret pour vous, P égale QM fois CP fois delta T. En connaissant le débit qui circulait et les écarts de température visibles sur les thermomètres, on a su dire, ben voilà, tel circuit véhiculait avant 112 kW, 94, 125. Et ici, ça c'était nouveau, il n'y avait pas de sanitaire avant et le client a demandé de prévoir un circuit qui allait alimenter une réserve d'eau chaude sanitaire à l'avant de son bâtiment, mais en réserve, il ne le faisait pas tout de suite, mais on devait quand même prévoir le circuit pour, et une autre réserve sanitaire qui devait servir pour l'arrière du bâtiment, et toutes les deux égales à la demande du client, donc on les a faites. Nickel, ça c'est le point de départ, du coup, une puissance totale de 441 kW. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement, chez nous à la maison, on installe des chaudières d'une vingtaine de kilowatts. Même pas spécialement pour le chauffage, les nouvelles bâtisses ont généralement besoin d'une dizaine, une quinzaine de kilowatts, grand max, tellement elles sont bien isolées. C'est surtout pour le sanitaire, qui demande généralement de l'eau chaude, vite, et qui demande plus de puissance au final que le chauffage, qui a généralement un peu d'inertie, un peu son temps, coolos. Mais donc voilà, 441, on regarde 10 pour une maison, c'est pas mal, ça fait 44 baraques, 44 appart on va dire. Et donc, nous on est parti sur l'idée de travailler avec 4 fois 95 kW. Mais comment, mais monsieur Vanouk, vous êtes fou! Vous n'avez pas prévu assez, puisqu'ici il y a moins de 400 kW, et là il y a 441 kW. Ouais, je sais, t'inquiète. Alors l'idée ici, déjà, la mettre en cascade, ça permet, c'est un parti pris, on pourrait prendre une grosse chaudière ou plusieurs petites. L'idée en mettant plusieurs petites, c'est qu'on a peut-être encore plus de facilité de modulation, de dire j'en active une, deux, trois, quatre, une alternance entre toutes. S'il y a une panne sur une chaudière, j'ai toujours des chaudières sur lesquelles je peux me reposer. Ça, c'est un critère déterminant d'une cascade de chaudière ou de machine frigorifique aussi d'ailleurs. Si on veut vraiment assurer une espèce de redondance et ne pas tomber en panne, c'est pas mal d'avoir quand même une réserve. Et comme on était ici sur un bâtiment social dans lequel il y avait des cuisines et une eau chaude sanitaire à maintenir quand même, pas quoi qu'il arrive, mais en priorité, on voulait quand même minimiser le risque de tomber en rade d'une seule chaudière, d'où l'idée d'avoir réparti la puissance sur 4 chaudières. Et aussi, puisque le chauffage a une certaine inertie, c'est ce qu'on a, c'est le parti qu'on a pris ici sur cette installation. On a donné une priorité au sanitaire. C'est quelque chose qui se fait souvent quand ça ne se fait pas sur des trop longues plages. Et comme ici, il cuisinait à une heure donnée le midi, à une heure donnée le soir, il n'avait besoin d'eau chaude pour la plonge, etc. que à des moments précis. Et donc on donne priorité au sanitaire sur ces moments-là. Et puis ici, donc on a finalement un peu plus de puissance que ce qu'on a besoin quand lui tourne. Et au final, ils ne tourneront jamais sanitaire et chauffage en même temps. Donc ça va, on se détend. Alors d'un point de vue normatif, c'est purement pour votre info, on est ici sur une chaufferie qui va devoir répondre à deux types de normes. D'abord, on a plus que 70 kW installés en puissance, et donc d'un point de vue gaz, ventilation, cheminée de la chaufferie, etc., on va devoir répondre à la NBN B61001. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner tout ce qu'il y a dedans, mais comme ça vous l'avez en tête, et tout ce qui est inférieur à 70 kW, c'est la 61002, une autre norme. On ne pense pas à la sécurité d'une chaufferie comme celle-ci, comme on pense à la sécurité d'une chaudière installée dans un appart ou dans une maison. Et heureusement d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même installation. D'un point de vue plutôt énergétique, par rapport à la PEB, performance énergétique des bâtiments, on est ici sur une chaufferie PEB de type 2. Ça veut dire quoi type 2? Ça veut dire qu'on a plus que 100 kW installés ou plusieurs chaudières. Et ici, on a clairement les deux. On a plus que 100 kW et on a plusieurs chaudières, on ne pouvait pas faire semblant. Et donc, on est clairement dans une type 2, ça veut dire que d'un point de vue tout ce qui est exigence par rapport au rendement énergétique, isolement, calorifuge, etc., on doit répondre à ce type de catégorie. C'est purement pour votre info, pour que vous ayez en tête ce à quoi on peut faire face quand on est face à ce genre de boulot. Les bases.
Quelles sont les bases qui restent les mêmes? Alors, le diamètre nominal des conduites, ça va se calculer de la même manière. Je connais mes puissances, je connais mes régimes de température, donc je peux déterminer mes débits. Et quand je prends la conduite d'un fabricant donné, il va me donner des tableaux ou des abacs qui vont permettre de dire si tu veux pas dépasser telle perte de charge ou telle vitesse d'écoulement qui va faire du bruit, tu vas devoir prendre tel diamètre. Et ça se fait comme en froid, donc on va pas détailler toute la méthode qui a permis de déterminer les diamètres ici. Le calorifuge, pareil, un petit tableau dans la norme. Est-ce que je suis dans tel ou tel cas, avec un isolant de telle ou telle performance? Voilà. Les vannes, pareil. Ok, elles ont l'autorité. Moi, je pars toujours sur une autorité de 50%. À raison ou à tort. Voilà, jusqu'ici, mes installations ont bien tourné, donc ça, je pense que ça va. Une fois qu'on a l'autorité, on choisit un KVS, et c'est sur base du KVS qu'on choisit la vanne qui nous intéresse pour la régulation. Ok. 3 voies ici d'ailleurs, montage mélangeur, très souvent utilisé en chaud parce que meilleure plage de régime de température, donc on mélange entre le départ et le retour, et mélanger entre 80 et 60 ou 60 et 40, c'est souvent des plages intéressantes. Et ensuite on choisit les pompes pour pouvoir assurer les débits qu'il faut. Suffit Yaka, les bases restent les mêmes, je ne vais pas m'apesantir dessus. La bouteille casse-pression, ce bidule ici. La bouteille casse-pression, qui est un élément qui porte très très mal son nom en français, on appelle ça un evenwichtfles en néerlandais, c'est-à-dire une bouteille d'équilibrage. Ça c'est beaucoup mieux. Mais la bouteille casse-pression ne casse aucune pression, donc très fâché, pas content. On va révolutionner la route ensemble les amis. Donc cet élément, on va le dimensionner avec ce qu'on appelle la règle des 3D. Ça veut dire quoi la règle des 3D? C'est une règle de bonne pratique qui est publiée par le CSTC, le Centre Scientifique et Technique de la Construction, qui nous dit, voilà, comment tu feras ta bouteille casse-pression, petit installateur. Tu veilleras à ce que pour un diamètre arrivant ici, tu aies 3D ici de diamètre de ta bouteille, donc 3 fois le diamètre d'arrivée, que tu respectes 2 fois le diamètre ici, 3 là, plus que 3 ici au milieu, et donc un décalage entre les arrivées et les sorties de la bouteille, ce qui permet en fait, l'idée de cette bouteille, c'est que le débit vienne dedans, et entre guillemets, que l'écoulement meurt un petit peu quand on arrive dedans, qu'il n'y ait presque plus de vitesse résiduelle, et que le seul mouvement qu'il reste dans ce volume d'eau, donné par la bouteille, c'est juste un cylindre creux, donc le mouvement d'eau soit simplement dû au fait que l'eau chaude est moins dense, plus dilatée, et que donc, puisqu'elle est moins dense, qu'elle vienne monter au-delà de la bouteille. Et que donc, par exemple, si on est en régime 80-60, l'eau à 80 degrés, vienne flotter ici, et que l'eau à 60, qui revient plus lourde, plus dense, vienne couler ici dans le fond. Et notre circulation primaire ici est assurée d'un côté, mais à très faible vitesse, donc c'est vraiment mourir doucement, et ici tout doucement être tiré, et puis repartir dans les tuyaux. Et ici, pareil, on vient puiser notre débit pour les secondaires, donc pour les unités terminales, les radiateurs, les planchers chauffants, les ventiloconducteurs, les batteries de centrales de traitement d'air, tout ce qu'on veut alimenter. Et l'idée, toute simple, c'est de partir du diamètre de ceci, 3 fois D, et puis de déduire les autres. Et dans 3 fois D, ça c'est simplement la loi, vous faites vos unités et vous retombez sur la même formule. Ils n'ont rien inventé ici, racine de 4 fois QV sur pi fois V, c'est simplement le fait qu'un débit volumique QV, c'est une vitesse U fois une surface S. Et comme c'est rond, la surface, c'est pi d carré sur 4. Vous réisolez les bidules là-dedans, sachant que D ici c'est 3D pour ceci, et vous retombez sur ce type de formule. On n'a rien inventé de nouveau. Et là-dedans, la vitesse d'écoulement est généralement fixée à 0,1 m pour justement éviter qu'il y ait du remous et qu'on finisse par faire une grosse bouteille à une seule température, or que le but c'est bien de partir au max et de revenir au min. Voilà. Et donc ici on avait un débit total d'environ 0,005 m3 par seconde, et du coup en mettant ça là-dedans avec 0,1 mètre par seconde de vitesse, on tombait sur le fait que 3D, le diamètre de la bouteille, devait être de 252 mm, soit que les diamètres de piquage étaient de 84 mm. Voilà pour la bouteille casse-pression. Un autre élément nouveau, qui n'était pas spécialement sur le schéma, que j'ai rajouté en fifelouf sur ce PowerPoint, c'est le vase d'expansion. Il n'y était pas à la base parce que c'est un élément qu'on a récupéré, le précédent convenant déjà à l'installation et étant en bon état.
Et donc je ne l'ai pas mis pour l'encombrement parce que le client savait qu'il était là, il n'en avait pas besoin au moment où il m'a demandé ce petit croquis. Et donc un vase d'expansion, c'est quoi? C'est un petit élément avec une membrane en caoutchouc. D'un côté, il y a l'eau de chauffage qui pousse quand elle se dilate, et de l'autre, il y a de l'air ou de l'azote rempli qui permet de reprendre les variations de pression mollo sans que ces variations de pression ne viennent faire des coups à gauche à droite, des coups de bélier ou autre, bang bang dans nos installations et faire tout péter. Et quand lui n'y arrive plus, il y a en plus des soupapes de sécurité, des bêtes soupapes avec des ressorts. Les ressorts sont prévus pour résister à une certaine pression, et quand on dépasse cette pression, ça s'ouvre et l'eau sort. Et donc si on a bien fait ça et qu'il y a des décharges sanitaires, ça coule dans les égouts, donc ça suit nos petits tuyaux en PVC jusque dans les égouts et tout va bien. Et quand on a fait ça un peu moins bien, ça crache par terre et il y a de l'eau partout. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ce vase d'expansion? L'idée, c'est déjà de définir le volume utile. Le volume utile qu'il doit reprendre, c'est une certaine réserve de l'installation généralement, qu'on prévoit, et l'expansion de l'eau qui va chauffer. Et donc ici, typiquement, le volume total de l'installation, voilà, je l'ai calculé à 5,64 mètres cubes. Généralement, on admet que le vase d'expansion peut reprendre environ 1% du volume total, et donc 0,01 fois ce volume total. Et l'expansion, ça c'est un coefficient qu'il faut aller retrouver dans les tables de dilatation de l'eau. Et l'eau, par exemple, quand elle passe de 10 à 80 degrés, elle a un coefficient d'expansion de 0,0355. Et donc je vais avoir ça fois mon volume. Et donc ici, voilà. Voilà le volume que je dois prévoir en surplus là-dedans. Donc 0,257 mètres cubes, c'est quand même 257 litres. C'est quand même pas rien. C'est un assez gros vase d'expansion, mais c'est pas une petite installation comme on aurait chez nous à la maison non plus. C'est pas tout. Il faut le gonfler, ce vase d'expansion, avec de l'air ou de l'azote, je le répète. L'air, c'est un peu moins bien. Pourquoi? Parce que vous le savez maintenant, l'air contient de l'humidité. Quand je comprime, cette humidité peut avoir tendance à condenser. Ça va, je rappelle qu'il y a deux choses qui font sortir les vapeurs d'eau sous forme liquide du mélange d'air humide. Soit on a refroidi et donc ça coule, c'est ce qui se passe sur la rosée, sur les canettes froides qu'on prend dans un distributeur ou autre. Soit on a comprimé, et donc c'est comme si on avait appuyé sur l'éponge et l'eau liquide sort parce qu'il y a trop de pression, elle ne sait pas rester dans ce mélange. Et donc c'est moins apprécié parce qu'avec cette eau rouillée sous pression, ça va faire rouiller le vase d'expansion, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, l'azote, lui, il est inerte, et donc sous pression, c'est beaucoup mieux. Mais c'est toujours, encore une fois, plus cher. Et donc, tout ça pour dire, je cause beaucoup, qu'il va falloir gonfler ce vase d'expansion à une pression qui permet de garder une certaine pression justement au dernier récepteur, et donc on essaye généralement qu'il lui reste au moins 0,5 bar en plus que la pression atmosphérique. Et donc, si par exemple, au-dessus de l'endroit où est ce vase d'expansion, par exemple, je viens ici et je poffe, imaginons que je monte, j'ai une hauteur H, 3 mètres, 6 mètres, je sais pas, eh bien, je vais devoir au moins fournir cette pression statique, vous le savez, pression égale ρ fois G fois H, donc ici j'ai une pression à fournir, et plus encore les 0,5 qui doivent rester au dernier élément qui éventuellement est plus haut que ça. Dans notre installation ici, je vous le donne dans le mille, il y avait plus ou moins 10 mètres encore à desservir au-dessus de cette petite chaufferie. Et donc 10 mètres, donc ici ça nous fait 1 bar, et donc 1 bar plus 0,5, il doit être gonflé à 1,5 bar. C'est aussi pour ça que la plupart des chaudières dans des maisons classiques sont généralement réglées à 1,5 bar. Historiquement, pourquoi? Parce qu'une maison a souvent 3 étages, soit environ 3 fois 3 mètres, 3 mètres l'étage, environ 9 mètres, et donc on arrondit à 10, plus 0,5 pour les derniers radiateurs de votre étage à la maison. C'est pour ça que le chauffagiste chez vous, ou que vous peut-être, vous voyez que votre chaudière est réglée, si elle est tout en bas de votre habitation, à 1,5 bar. Cela étant, on sait quel volume il faut prévoir, et on sait quelle pression de gonflage il faut prévoir. Mais, on ne sait pas encore, comment je vais dire ça, une fois que l'eau se sera dilatée à son maximum, quel est le volume total qu'il faut quand même prévoir dans le vase d'expansion? Parce qu'une fois qu'elle se sera dilatée, cette eau, il va rester une partie du vase d'expansion qui sera quand même constituée d'azote ou d'air mis sous pression. Et donc, quel est le volume total de cet azote et de cet air mis sous pression? C'est ça la question qu'on se pose. Et donc, il faut se demander quel est l'effet utile du vase d'expansion, soit quel est le rapport du volume net, ça c'est le volume d'eau qui va se dilater, 257 litres, sur le volume total, ça plus l'air mis sous pression, bazar machin. Et pour calculer ça,
petite loi des gaz parfaits, un petit peu adaptée, nous amène au fait que on peut le calculer via un rapport de pression finale moins la pression de gonflage sur pression finale plus 1. Vous avez le détail dans le syllabus. Et donc cette pression finale étant la pression à laquelle c'est fini, on ne va plus compter sur le vase d'expansion, mais on va compter sur les soupapes de sécurité pour recracher le surplus de pression. Donc quel est le maximum jusqu'auquel je dis que c'est mon vase d'expansion qui reprend le job. La pression de gonflage, c'est celle-ci, et le 1, c'est le 1 bar de référence de pression atmosphérique. Et donc ici, dans mon cas à moi, généralement mes soupapes de chauffage, sauf pour des installations un peu plus exotiques, elles sont mises à 3 bars pour protéger les éléments de l'installation de chauffage, moins le 1.5 de ma pression de gonflage, sur 3 plus 1, c'est mon effet utile, et donc j'ai un effet utile quand je fais ce rapport de 1.5 sur 4, donc 37,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon volume réel, c'est 257 litres divisé par cet effet utile. Ça va, donc 257 litres représente 37,5% de ce que je dois avoir au total dans mon vase d'expansion. Et donc vous devrez prendre, pour assurer un dimensionnement optimal du vase d'expansion qui puisse reprendre ces volumes-là à cette pression de gonflage-là, il faudrait le prévoir à 685,33 litres total. Voilà pour le vase d'expansion. Le gaz, comment on dimensionne un tuyau de gaz? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Pas grand-chose. Ça reste le même délire. Il y a un débit qui passe à travers avec une certaine pression, des pertes de charge, blablabla. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que le gaz, il est moins dense que l'air. Si j'ouvre une conduite de gaz, le gaz naturel, en tout cas, il est moins dense et donc il va monter. Ça veut dire que, juste par rapport au terme statique, le pression égale ρ fois G fois H, on a l'habitude de le compter comme pesant et faisant tomber notre fluide. L'eau tombe, la plupart des fluides liquides auront tendance à tomber, c'est une pression qui nous fait chuter. Le gaz, pas. Le gaz, si vous avez quelque chose à monter, il ne faut pas lui donner de pression pour ça. Il va monter tout seul. Il va... Hop là. Alors qu'il faut au contraire pousser pour le faire descendre, puisqu'il a tendance à naturellement monter, le gaz. Et du coup, voilà, c'est tout ce dont il faut tenir compte. On peut éventuellement faire les calculs à la main, on peut tout à fait les faire comme on les a fait jusqu'ici pour les conduites hydrauliques, etc. Mais, moi je dispose d'un petit Excel que j'aime bien. Il est gratuit, vous pouvez y accéder via Internet très facilement. C'est via BTV, c'est autre chose. C'est via BTV que j'ai obtenu cet Excel. Il est super bien fichu, je trouve. Qu'est-ce que vous devez lui fournir? Regardez, ils ont un petit dessin, etc. Et ici, qu'est-ce que j'ai dû leur donner? J'ai dû leur dire quelle puissance je voulais desservir. J'ai un peu triché. Je leur ai pas dit que c'était 4 x 95, je leur ai dit que c'était 4 x 100, 400 kW. Ils n'en sauront rien. Donc ça, c'est la puissance à desservir que je dis qui est un point B par rapport au compteur de gaz qui lui est à côté rue, là où le gaz arrive depuis la rue. On a un réseau urbain qui nous distribue le gaz. Quel luxe, dans quel luxe nous vivons, mes amis. Et ensuite, je dois aussi lui dire à quelle distance se situe le point où j'ai besoin de cette puissance par rapport au compteur. Et donc ici, c'était assez loin. Le compteur était à l'avant du bâtiment, on devait traverser tout le bâtiment pour aller à l'arrière, 112 mètres de parcours quand même, pour rejoindre la chaufferie. Je dois aussi lui dire quel diamètre je compte utiliser, donc il y a un peu un aspect d'essai-erreur ici, je lui donne les diamètres jusqu'à ce que les résultats du tableau me semblent ok. Et je dois aussi lui dire si je monte ou si je descends. Et donc ici, on montait de 12 mètres. Et donc on doit lui dire avec un signe, plus si ça monte, moins si ça descend. Et ici, ce 12 mètres, il va m'aider. Si j'avais pas eu ces 12 mètres, j'aurais dû prendre une conduite encore plus grande. Parce que ici, le fait est que le gaz va monter naturellement ces 12 mètres. Ce qui nous aide bien. Et ensuite, le critère généralement admis Serga pour les installations au gaz, c'est que entre le compteur et l'endroit où je puise le gaz, pour faire ce dont j'en ai envie, je dois avoir moins de 1 millibar de perte de charge. Et ici, avec une conduite d'acier carbone DN80, c'est ici que je fais défiler toutes les conduites que connaît BTV dans cet Excel, en tirant ce diamètre-là, donc du 3 pouces DN80 mm, j'ai 0,79 millibar de perte de charge, donc c'est crème, c'est nickel. Je suis inférieur à mon 1 millibar. Yes, yes, yo-yo. Ces Excel-là, franchement, ils sont géniaux. Il y en a plein qui existent, donc il ne faut pas toujours tout créer de soi-même. Il ne faut pas hésiter à regarder sur Internet les gentils petits savants fous qui nous ont mis à disposition des outils comme ça qu'on peut utiliser.
Et parfois on peut en faire nous-mêmes aussi, quand on a un besoin un peu custom, qu'on se dit mince, je remarque, quand vous remarquez que vous faites souvent le même calcul, souvent la même démarche, ça vaut la peine d'un moment passer, je sais pas moi, peut-être quelques dizaines d'heures à le faire, en sachant toutes les fois où vous allez rentabiliser cette démarche quand vous en aurez besoin plus tard. Donc des petits outils de calcul comme ça, il faut utiliser ceux qui sont déjà à notre disposition et ne pas hésiter à en créer pour vous-même quand vous remarquez que vous avez une tâche répétitive qui arrive souvent dans votre quotidien professionnel. Alors, c'est parti. Sur base de ces spécificités définies, je vais vous montrer, roulement de tambour, le schéma qui a été pondu, le schéma hydraulique d'une part, et puis le petit tableau électrique, le tableau divisionnaire de la chaufferie qui va avec. Oui, ça fait un peu peur. Mais au final, c'est bien gentil. Il y a beaucoup de texte, mais c'est une installation assez simple. Ici, j'ai mes 4 chaudières qui sont en cascade, l'air comburant ici en turquoise qui arrive dedans, pour pouvoir mettre en place la combustion dans ces chaudières au gaz et rejeter les fumées de combustion ici, avec les diamètres annoncés. Le petit symbole d'entonnoir ici, de siphon, me suggère que ce sont des chaudières à condensation. À l'heure actuelle, c'est obligatoire. Plus aucune chaudière traditionnelle sans condensation ne peut être installée car elle ne respecte pas ce qu'on appelle actuellement l'éco-design, une exigence tout simplement de rendement sur les appareils de chauffage des bâtiments. Et donc vous ne pouvez plus installer des chaudières qui ne condensent pas, ça ne récupère pas assez d'énergie. On a ici les diamètres, vous voyez qu'il y a de nouveau les épaisseurs d'isolant un petit peu partout, les classes d'isolant, c'est pour un isolant de classe 1, blablabla, les pompes, tout ça, les vannes avec leur KVS, tout ça a été déterminé comme on l'avait fait pour le circuit de refroidissement, et c'est le schéma que j'ai remis au client et au bureau d'études qui a fait l'audit de l'installation pour pouvoir dire est-ce que c'est bon ou pas. On voit ici le circuit d'attente de sanitaire, ok, les 2 circuits de 55 kW. On voit aussi les circuits de chauffage, le 1, le 2, le 3, à 125, 94 et 112 kW avec leurs épaisseurs d'isolant, etc. On remarque bien que tous les montages sont prévus en mélangeur, la 23 voies avant la pompe, et donc la pompe tire un mélange entre les deux. On a nos collecteurs, on a notre bouteille casse-pression qui a été dimensionnée à 250 mm, arrondi depuis le 252 du calcul. Le vase d'expansion avec son volume et sa pression de gonflage qu'on vient de déterminer. Et tout ici en vert au-dessus, généralement on représente ça plutôt au-dessus, tout ce qui est pilotage, tout ce qui est régulation. On voit ici que l'ensemble les ensembles de 23 voies de pompe et de sonde de température sont repris dans des box. Et ces box sont directement connectés à des régulateurs que j'appelle les MM100. Alors ici, sans faire de pub, c'est une installation qui fonctionne en Bosch. Bosch, c'est pas mal, c'est bien parce que ce sont des appareils qui ont beaucoup de presets, de régulation où il ne faut pas trop chipoter. Pour les installations simples et classiques comme ici, on gagne un temps dingue en paramétrage et en programmation. Il n'y a quasiment rien à faire, en fait, il y a quelques trucs à encoder, enfin même pas encoder, à sélectionner dans le menu déroulant, mais après tout est fait et donc on gagne un temps fou à la mise en route quand l'installation est simple et ne demande pas de folie sur mesure, quoi. Et donc ici typiquement, pops, tous les éléments de ce box, de la pompe, de la 23 voies, des températures sont repris ici sur ce qu'on appelle un MM100, un bloc qui va réguler ce montage mélangeur sur base des températures, des besoins, etc. Chaque box a son régulateur MM100 qui régule son mélange. Pour l'envoyer à ce qu'on appelle un CW800, alors pour l'information ici, le CW800, c'est l'élément central qui va dire, sur base d'une mesure de sonde extérieure, qui n'est pas représentée d'ailleurs sur ce schéma. Pas bien du tout, mais il y a une sonde extérieure branchée sur le CW800. Et sur base de la sonde extérieure et des demandes des différents modules, lui va envoyer une demande à un élément suivant qui est le MC400. Dernier élément de régulation, c'est un module, encore de Bosch, qui va gérer la cascade des 4 chaudières Bosch. Donc ici, tout est Bosch, c'est ça qui est embêtant avec cette marque-là et qu'on retrouve avec d'autres types de modèles, c'est le quotidien de ceux qui font de la régule et de l'élec. Bosch n'est absolument pas ouvert. Pas comme par exemple ce qu'on peut avoir avec du Siemens et des matériels, des chaudières, des régulateurs, des éléments universels qui peuvent être interopérables et c'est bien pratique pour celui qui fait la régule. Ici, non, tout est pris Bosch, c'est toute la gamme Bosch, les régulateurs MM100, la régulation climatique donc sur base de sondes extérieures qui reprend le tout, la gestion de la cascade, quelle chaudière va démarrer quand, est-ce qu'on en met 2, 3, 4, une, qui a déjà démarré, qui ne doit plus démarrer, etc. Mais l'avantage c'est que comme ils se connaissent tous, voilà,
on pré-règle 2-3 trucs, on sélectionne des choses. Et ici, pour vous donner une idée, ceci ça a été démarré en 2-3 heures. En 2-3 heures, une fois que tout a été câblé, on a débarqué sur l'installation et à part sélectionner 2-3 trucs, ça a été très facile. Autre élément aussi qui influe sur la régulation, c'est la centrale de détection de gaz. On l'a pris chez Dallemans, pour vous donner un exemple ici. On a une sonde ici au niveau de l'électrovanne gaz qui arrive. Ok, parce que c'est l'élément clac qui va couper l'arrivée de gaz déjà en cas de problème. On voit que cette électrovanne est alimentée par la centrale de détection de gaz. Et on détecte ici, puisqu'il y a un élément raccordé, s'il y a une éventuelle fuite, on le détecte ici. Et on le détecte aussi au milieu de, à chaque fois, 2 paires de chaudières. Et donc dès qu'il y a une détection, clac, on coupe tout. Et on coupe aussi TD, chaufferie, off, on coupe le tableau, ça semble normal. Voilà pour la partie hydraulique. Et pour le tableau électrique qui va avec ça, somme toute assez classique, j'ai pas de honte à le dire, hein, j'ai utilisé Q-Electrotech, un logiciel gratuit, mais qui permet déjà de faire de bien jolies choses. Et donc ici, typiquement, vous voyez que le projet est récent quand même. Hein. Les schémas ont été pondus le 29 juin, sachant que je suis en train de faire cette vidéo. Nous sommes on est quel jour, tiens. On est en octobre 2020 et la chaufferie vient d'être finie. Donc schéma remis, installation finie, voilà. Installation assez classique. On a ici tout ce qui est alimentation, le bouton d'arrêt d'urgence qui va permettre d'activer un contacteur de sécurité qui débranche tout ici, mais on voit qu'on va suivre les folios suivants. Donc ça c'est juste les départs. Hein. On voit les envois vers les différentes parties protégées par les disjoncteurs magnétothermiques. La centrale d'Allemans, okay, avec ici ce qui arrive du bouton d'arrêt d'urgence, pris en série par 2 types de défauts qu'elle peut détecter. Et donc soit si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, soit si j'ai le moindre des 2 défauts ici, clac, tout le tableau est interrompu, obligatoire, fini, pimpon, sirène, etc. Et alors ici on a nos 3 sondes de gaz qui sont raccordées dessus. Ici, rien de bien foufou, hein. Ce sont des bêtes schémas de raccordement au final. Hein. Donc les alimentations des chaudières, ce sont des Serapure Max de chez Bosch. La 1, la 2, leurs alimentations. Alors ici, ils fonctionnent en bus. Ça veut dire que tous les éléments Bosch régulés ensemble, les chaudières, les régulations climatiques, les modules mélangeurs, etc., tout est pris dans une brochette qu'on appelle le bus. Hein. Et sur ce bus, communique des informations en tête desquelles il y a toujours l'information pour qui est le message. Et donc quand l'information transite, bonjour chaudière 1, j'ai un message pour chaudière 4, c'est pas toi, ok je veux au suivant, etc. Il va circuler entre tous les modules du bus jusqu'à ce qu'il trouve celui à qui il doit causer. Chaudière 3 et 4, le fameux module qui gère la cascade, hein, le MC400, c'est lui qui va dire à la pompe primaire si elle doit se mettre en route ou non, sur base d'une information de sonde de température extérieure. On a ici le CW800 qui vient gérer tous les autres sur base du bus. Une partie 230 volts, une partie 24 volts, tout ce qui est en mauve ici, c'est la suite, c'est sur le bus. Attention aussi, bouteille casse-pression, c'est très bien, mais il faut une sonde de température dessus pour la surveiller, pour voir à quelle température elle est, comment le primaire peut se comporter, etc. Et là, je ne vais pas vous faire l'affront de tous les faire, mais on a tous les modules qui gèrent les éléments secondaires. Donc ici, typiquement, le MM100 qui gère le circuit d'eau chaude sanitaire, on a le bus qui rentre, le bus qui sort, sa sonde de température de son ballon qui lui dit à quel point il doit chauffer ou non, sa pompe, sa vanne motorisée, qui n'est d'ailleurs pas 3 voies pour le sanitaire. On ne régule pas précisément un départ d'eau sur le sanitaire, on le met simplement un circuit en route pour avoir une température dans un ballon. Donc on ne va pas réguler une arrivée sanitaire en montage mélangeur. Petite parenthèse. Et on a comme ça, je vous montre que le circuit 3, mais le 1 et le 2 sont pareils. Hein. Ici des montages vannes 3 voies. Ce qui n'est absolument pas suggéré par le schéma ici qui est purement symbolique. Ça va, mais est-ce que la vanne doit s'ouvrir, est-ce que la vanne doit se fermer, la pompe, Et ici on voit d'ailleurs la fin du bus, puisqu'ici on rentre dans le bus et on revient par là-bas vers l'élément précédent. Voilà donc pour cette chaufferie. Ça a été vite, encore une fois, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image, à revenir en arrière. Je vous donne les infos en vrac, comme ça vous disposez vraiment d'un maximum d'infos, de voir comment ça peut se passer, quelles sont les réflexions par lesquelles on peut passer sur un circuit de chauffage. Et jusqu'ici dans la vidéo, et dans l'inconscient collectif en Belgique, il est fort admis qu'un bâtiment a sa production de chauffage, bien à lui. C'est ancré dans notre façon de travailler, et c'est pas que chez nous, hein, en France aussi, mais il y a d'autres pays, comme le Danemark, où ils ont pensé à une forme d'exploitation du chauffage que je trouve assez intéressante et que je veux partager avec vous dans une vidéo d'un reportage français repris à la suite. C'est les réseaux de chauffage.
On nous distribue de l'électricité à la maison, on nous distribue du gaz. Pourquoi on ne nous distribuerait pas directement un fluide caloporteur déjà chauffé? C'est ce que je vous propose dans la suite de cette vidéo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la consulter que j'en ai eu. Accrochez-vous. Vous voyez ces gros tuyaux? Eh bien, on estime qu'en 2018, ils ont permis de supprimer de la circulation l'équivalent d'1,5 million de voitures en gaz à effet de serre. Comment? Vous avez de la chance, c'est tout l'objet de cette vidéo. Mais d'abord, il faut que je vous parle de chauffage. Bon, ça y est, il fait froid. Et comme ce n'est pas nouveau, l'humanité a inventé une chose pour y faire face. Une chose qu'elle utilise beaucoup, le chauffage. En 2016, pas loin de la moitié de l'énergie consommée en France l'était pour chauffer des choses, comme nos radiateurs, l'eau de nos douches, ou encore le métal des aciéries. En comparaison, les transports, ce n'est que 29%. Le problème, c'est qu'une grande partie de toute cette énergie est mal dépensée. Tenez, ça par exemple. Ça, c'est un radiateur dans les toilettes du monde, plus connu sous le nom de grille-pain. Ça produit de la chaleur très vite et très fort d'un coup à partir d'électricité, et puis ça s'arrête. Quand il fait froid de nouveau, ça recommence. Et puis ça s'arrête. Et ainsi de suite. Un peu comme si pour aller d'un point A à un point B, une voiture accélérait très fort, puis arrêtait d'accélérer jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Puis recommençait, et puis s'arrêtait de nouveau. Bref, vous avez l'idée, c'est une façon très peu efficace d'utiliser de l'énergie. Mais c'est aussi la façon dont on produit cette énergie qui pose problème. En 2016, 79% de la chaleur produite en France l'avait été à partir d'énergies non renouvelables, principalement des sources d'énergie fossiles, comme du gaz ou du pétrole. Or, le gaz et le pétrole, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Pour toutes ces raisons, on émet donc beaucoup de gaz à effet de serre pour se chauffer. Et c'est là qu'interviennent nos gros tuyaux. Ce matin, je me rends à Massy, au sud de Paris, qui se trouve posséder l'un des plus grands réseaux de chaleur de France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va en visiter une partie. Un réseau de chaleur, ou chauffage urbain, c'est un système qui comporte 3 parties. Un gros chauffage, qu'on appelle une chaufferie, un réseau de canalisation, qui transporte la chaleur produite sous forme d'eau ou de vapeur, et des bâtiments. En 2017, il en existait 761 en France, pour l'équivalent de 2,4 millions de logements raccordés. Ce que ça permet, c'est de centraliser le chauffage à l'échelle d'un quartier plutôt qu'à celle d'un immeuble ou même d'un seul logement. Un seul gros chauffage pour 1000 logements plutôt que 1000 petits chauffages pour 1000 logements. Et ce gros chauffage, il se trouve juste ici. Nous sommes ici à la chaufferie du réseau de chaleur de Massy-Antony qui dessert l'équivalent de 26 000 logements. Si ce chauffage centralisé est intéressant, c'est parce qu'il présente 2 très gros avantages. D'abord, il permet de consommer moins d'énergie. Comme il n'y a qu'un seul gros chauffage et pas beaucoup de petits, on peut faire en sorte plus facilement que ce chauffage soit plus performant technologiquement. Cette performance technologique, c'est ce qu'on appelle le rendement d'une chaudière. Pour le calculer, on fait la division entre l'énergie qu'une chaudière produit sous forme de chaleur et l'énergie que cette chaudière a consommée. Un rendement de 80% par exemple, ça signifie que 80% de l'énergie consommée a été transformée en chaleur. Plus la chaudière est efficace, plus le rendement est élevé, et moins on dépense donc d'énergie pour la même quantité de chaleur. En France, la loi impose pour toute chaudière commercialisée après 1998 un rendement minimum de 86%. Mais désormais, les chaudières modernes permettent d'atteindre des rendements bien supérieurs. Dans un réseau de chaleur, les personnes qui s'occupent de la chaudière sont des professionnels, et ils ont donc beaucoup de temps à consacrer à son état et à son rendement. D'autant plus qu'ils y sont encouragés. Depuis 2009, l'État subventionne largement les réseaux de chaleur à condition qu'ils présentent de très bons rendements. Et grâce à toutes ces personnes, dont l'entretien du réseau est le métier, les réseaux de chaleur s'adaptent aussi plus facilement aux besoins des consommateurs. Alors c'est une salle de supervision, ça permet d'ajuster la production en fonction de la température extérieure et des besoins des bâtiments.
Quand par exemple le matin à 5 h, les gens commencent à rallumer leur chauffage et à utiliser l'eau chaude sanitaire, les équipes poussent un peu les unités de production pour produire plus de chaleur. Dans la catégorie des chauffages individuels, au contraire, les fameux grippins ne sont pas les seuls à être énergivores. Les chaudières au gaz, par exemple, qui sont difficiles à régler pour le commun des mortels, produisent souvent trop de chaleur. Bref, dans un réseau de chaleur, on se préoccupe en général plus de la chaudière et on fait donc des économies d'énergie. Mais il y a mieux. Même à énergie consommée égale, les réseaux de chaleur émettent moins de gaz à effet de serre que le chauffage individuel. Et ce, grâce à ça. Ça, ce sont des déchets qui viennent des poubelles de gens qui habitent dans la région. Ici, on en brûle environ 90 000 tonnes par an et on utilise cette chaleur pour alimenter le réseau. Cette technique, c'est ce qu'on appelle la valorisation de déchets. Ça consiste à récupérer l'énergie qu'on aurait de toute façon consommée en brûlant les déchets et à l'utiliser pour remplir d'autres besoins en énergie. On appelle ça une énergie de récupération et ça permet de produire de l'énergie supplémentaire sans émettre de gaz à effet de serre supplémentaire. En 2017, la valorisation de déchets représentait un quart des sources d'énergie des réseaux de chaleur français. Mais ce n'est pas tout. Ici, on brûle aussi du bois de récupération. Ce sont des meubles, des cagettes de marché qu'on a récupérés dans un diamètre de 100 km autour de l'usine. Ce bois que l'on va brûler appartient à une catégorie d'énergie qu'on appelle la biomasse. En 2017, elle représentait 22% des sources d'énergie des réseaux de chaleur, et là encore, en théorie, elle n'émet pas de gaz à effet de serre supplémentaire. Au total, en 2017, les énergies renouvelables et de récupération représentaient 56% de l'énergie consommée par les réseaux de chaleur. En comparaison, si on prend la totalité de la chaleur produite en France, seul 21% est issu d'énergie renouvelable. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser des énergies renouvelables quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Concrètement, si je devais brûler mes propres déchets et récupérer la chaleur issue de cette combustion pour me chauffer, je connaîtrais probablement quelques difficultés. Alors que dans un réseau centralisé, les choses techniquement compliquées seules deviennent possibles. Grâce à des réseaux, nous avons accès au gaz, à l'électricité ou à l'eau courante. Mais en ce qui concerne la chaleur, ce n'est pas encore ça. En 2017, seuls 5% de la chaleur produite en France était issue d'un réseau de chaleur. Au Danemark, la même année, c'était 65%. Ah oui, dernière chose, c'est plutôt bien de vouloir un chauffage plus efficace et plus propre, mais il y a quand même un problème, c'est l'isolation thermique des bâtiments. En 2012, un tiers des résidences principales en France étaient ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire un logement dont les parois laissent échapper une grande partie de la chaleur vers l'extérieur. C'est un peu comme si chaque fois qu'on prenait un bain, on laissait couler l'eau sans jamais fermer la bonde. Si on n'a pas émis de gaz à effet de serre pour produire cette eau, c'est très bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est fermer la bonde. Bref, tout ça c'est très intéressant, mais ce sera surtout pour un prochain épisode.